Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La quatrième partie de notre cours, la reproduction sexuée chez les angiospermes. Il va contenir la formation du fruit et de la graine, la germination des graines, les constituants de la graine, les étapes de la germination d'une graine et enfin le cycle de développement. En ce qui concerne la formation du fruit et de la graine, juste après la double fécondation, il y a grossissement de l'ovaire qui se transforme en général en fruit et l'ovule se transforme en graine. Cette graine, il va contenir l'embryon et les réserves nutritives. Vous voyez sur cette image-là la transformation du pistil en fruit, l'ovule en graine, le reste, les pièces florales, pétales, sépales, ils vont, soit il y aura des restes sur le fruit ou bien ils vont tomber juste après la formation du fruit. Et le pédoncule floral, il va persister comme vous voyez ici, les étamines aussi vont disparaître. Ici vous avez un exemple de la transformation de la fleur de l'aubergine en fruit. Vous voyez bien ici les sépales qui persistent toujours et les pédoncules florales et vous voyez le pistil qui donne ici le fruit de l'aubergine. Un autre exemple chez la pomme, vous avez les restes des pièces florales qui persistent toujours ici et le réceptacle qui va se gonfler, se transformer ici en fruit et vous avez l'ovaire qui se trouve ici au centre et le pédoncule floral ici. Avant de voir la germination des graines, on va tout d'abord voir les constituants de la graine. Vous voyez ici la plantule de l'embryon et c'est ça qui va former la future plante. Il est formé des feuilles embryonnaires, puis la tigelle qui va nous donner la tige, la radicelle qui va nous donner les racines et les téguments qui protègent la graine et enfin le cotylédone qui est riche en réserves nutritives. Les étapes de la germination d'une graine, comme vous voyez ici de pois chiche, ici il y a le gonflement de la graine après avoir été imbibée dans l'eau et après la déchirure du tégument, il y a tout d'abord sortie du radicelle qui va nous donner les racines et aussi la tigelle et les petites feuilles, les jeunes feuilles. Et ici vous voyez donc les jeunes feuilles qui se forment et qui prennent la couleur verte et ici la tigelle et radicelle. Sur cette image, on voit bien les différentes étapes de la germination de la graine d'haricot, qui est une graine dicotylédone. Vous voyez ici donc la formation des racines après la déchirure du tégument, et puis l'hypocotyle qui va sortir à la surface du sol. Et vous voyez les cotylédons qui forment les réserves nutritives, ils vont être utilisés comme source de nutrition pour la plantule avant la formation des feuilles vertes. Et après la formation des feuilles vertes, les cotylédons ils vont tomber et la plante il commence à se nourrir comme toutes les plantes vertes. Ça veut dire qu'il peut faire la photosynthèse grâce aux feuilles vertes et il peut absorber l'eau et les sels minéraux grâce aux racines. Les mêmes étapes, on les voit aussi chez la graine du maïs, qui est monocotylédone. Il y a toujours formation des radicelles ou bien les radicules, c'est-à-dire les petites racines, et puis la tige et les feuilles vertes. On va voir maintenant les facteurs et les conditions de germination d'une graine, parce que la graine ne peut pas germer dans n'importe quelle condition. Vous voyez sur cette expérience où on a mis des graines de maïs dans des différentes conditions. Un premier cas, c'est dans du coton sec à 20 degrés Celsius. Vous voyez qu'il n'y a pas de germination. Et deuxième cas, vous avez le coton humide à 20 degrés Celsius, il y a germination.
Ça veut dire ici que la présence de l'eau qui hydrate la graine et qui la fait passer de la vie ralentie à la vie active, c'est très important. La présence de l'eau est importante pour la germination. Dans la deuxième expérience, on voit ici du coton humide à 4 degrés Celsius et du coton humide à 20 degrés Celsius. Ici à 4 degrés Celsius, il n'y a pas de germination, mais à 20 degrés Celsius, il y a germination de ces graines. Ça veut dire ici que la température aussi joue un rôle dans la germination des graines, parce que la température il active les enzymes qui participent dans la germination et dans la croissance de la planture. Donc en conclusion, on peut conclure que l'importance de l'eau et de la température dans la germination des graines sont toutes les deux essentielles. Dans l'exercice ici intégré, on veut mettre en évidence les échanges gazeux chez les graines après la germination. On peut exploiter ces deux expériences, l'expérience A et l'expérience B. Dans l'expérience A, vous voyez bien ici l'eau de chaud qui est limpide lorsque les graines ne sont pas encore germées, c'est-à-dire avant la germination. Mais lorsque les graines germent, c'est-à-dire après la germination, l'eau de chaud devient trouble. Cette eau de chaud qui devient trouble, c'est à cause de la présence de CO2. Ça veut dire que les graines, après la germination, commencent à rejeter le CO2 dans ce tube. L'expérience B. Dans l'expérience B, ici, on met en évidence l'importance de la présence de l'oxygène. Vous voyez sur le tube 1, il n'y a presque pas d'air, il y a un petit peu d'air. Vous voyez que la germination ne peut pas se faire dans ces conditions. Dans le tube 2, il y a une quantité d'air qui est plus ou moins moyenne et la germination aussi il est faible. Mais dans le troisième tube, qui est bien aéré, où il y a beaucoup d'oxygène, vous voyez bien que la germination elle est très bonne. Alors, comme conclusion, on peut dire que la graine elle a besoin de l'oxygène et qu'il consomme de l'oxygène et rejette le CO2 lors de la germination, car elle passe de la vie ralentie à la vie active. Et l'exercice intégré numéro 2 sur le document 17 pour mettre en évidence l'hydrolyse de l'amidon au cours de la germination. Comme vous savez que dans chaque graine, il y a des réserves nutritives. Surtout ici, on donne l'exemple de l'amidon. Et il y a aussi des sucres simples. Mais pour ces graines-là, vous avez trois expériences qui ont été faites, c'est-à-dire l'expérience elle a été faite pendant 3 jours. Après 1 heure de germination, vous voyez bien que la graine elle est toujours riche en amidon et il y a presque absence de sucres simples comme le glucose. Mais après 2 jours, on remarque que la quantité d'amidon il commence à diminuer petit à petit. Et en même temps, il y a formation des sucres simples. Et après 3 jours, la quantité d'amidon continue toujours à diminuer et les sucres simples, ils augmentent. Alors, comment peut-on expliquer ces résultats après la germination? Vous voyez ici sur ce schéma-là, l'amidon C6H10O5, une fois, c'est une grosse molécule de sucre qui est formé par une molécule de glucose. Il va subir de l'hydrolyse en présence de l'eau et des enzymes spécifiques qui sont activées par la température convenable. Cette hydrolyse de l'amidon, il va nous libérer des sucres simples. NC6H12 aussi, ça veut dire N molécule de sucre simple qui sera utilisée par la plante comme source d'énergie. Ces molécules de sucre simple, C6H12O6, ils vont être oxydés par de l'oxygène qui est aussi essentiel après la germination.
Et lors de l'oxydation de ces molécules de sucre simple, il y aura bien sûr rejet de CO2 et de la vapeur de l'eau et surtout de l'énergie qui sera utilisée par la plantule pour la croissance. En résumé, on peut dire que avant la germination, la graine était dans la vie ralentie, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de consommer l'oxygène et de rejeter le CO2 et de consommer les réserves nutritives parce qu'il est en vie ralentie. C'est comme une hibernation. Mais au cours de la germination, la graine elle passe à la vie active, ça veut dire qu'il commence à consommer les réserves nutritives et il commence aussi à utiliser l'oxygène pour son croissance. Et pendant cette période, on parle de croissance hétérotrophe parce qu'il consomme la matière organique qui a été stockée dans la graine. Mais après la germination et l'apparition des feuilles vertes, la plante, il commence un autre style de vie, c'est qu'il commence à faire la photosynthèse, c'est-à-dire il passe à une croissance autotrophe. Et enfin, on passe au cycle de développement des angiospermes. Vous savez bien que la phase de la plante feuillée, c'est cette plante qui va nous produire les étamines et les pistils. Alors pendant cette phase-là, il y a une cellule mère qui est diploïde, 2N, qui va subir une méiose dans les sacs polliniques et dans l'ovaire. Cette méiose, il va nous produire des grains de pollen qui seront transportés par plusieurs facteurs, si vous voyez l'abeille, c'est-à-dire transportés par un insecte, et il va tomber sur le pistil qui contient ici le sac embryonnaire dans l'ovaire. Le grain de pollen, il forme ce qu'on appelle un gamétophyte mâle qui contient des entérozoïdes haploïdes, des entéroïdes haploïdes. Et dans l'ovaire, il y a l'oosphère qui est aussi haploïde. Et au niveau de l'ovaire, ici, il va se passer une double reproduction, la double reproduction qui va nous donner la formation d'une graine qui sera de nouveau, après la double fécondation, qui sera de nouveau diploïde et qui va germer et nous donner une nouvelle plante et ainsi de suite. Le cycle, ça va se répéter à chaque fois. Donc en résumé, vous avez un cycle de développement qui est digénétique. Ça veut dire qu'il y a deux générations. La génération des sporophytes qui produit les spores, la plante feuillée, et la génération des gamétophytes qui sont les grains de pollen et le sac embryonnaire et qui portent les gamètes. C'est pourquoi on les appelle des gamétophytes mâles et gamétophytes femelles. Après la double fécondation, il y aura formation de la graine diploïde et ainsi de suite. Alors on dit que chez les angiospermes, il y a un cycle digénique haplo-diplophasique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.